Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa et la République démocratique du Congo, InfoSag, la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs. Aujourd'hui, dans ce plateau de Sageko, nous allons parler de l'influence des réseaux sociaux ou les médias digitaux dans le MERS en République démocratique du Congo. Les responsabilités, on va le partager comment. Voilà, donc en face, ça sera un jurisconsulte qui est habitué dans ce plateau. Monsieur Gandhi, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, malgré le soleil accablant. Le baise à tout prix dans la toile congolaise. On dit en ces moments, malheureusement, la semaine dernière, c'était monté aux enchères. Comment fait-il cette influence dans la société congolaise des réseaux sociaux? Comment vous trouvez? Parce que partout dans le monde, nous voyons que l'Internet et la nouvelle technologie a permis aux sociétés d'avancer, mais la République démocratique du Congo, ça vire de l'autre côté. Qu'est-ce qui fait tout ça, vous en tant que mondialiste et congolais affirmé dans ce plateau? Oui, regardez, il y a foison de tout ce qui est organe qui relaye l'information. Dans les réseaux sociaux, nous avons des structures comme Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Ce sont des grandes entreprises américaines. Qui connaissent une croissance incommensurable qu'on n'arrive même pas à contrôler. La popularité des smartphones, mais maintenant presque tout le monde, même dans les villages, tout le monde a un smartphone. Ça fait que aller vers ces réseaux, Instagram et autres, c'est facile, c'est facilité, quel que soit l'âge. Vous avez même des jeunes gens de moins de 15 ans, s'ils sont de bonnes familles, ils ont ça. Donc ça a été facilité. Ça fait que aujourd'hui, on n'arrive plus à contrôler. Même les médias commencent à avoir des difficultés de pouvoir diffuser certaines informations ou convaincre les gens. Puisque les gens sont beaucoup plus, si vous remarquez dans nos familles, dans les foyers, qui regardent la télé aujourd'hui? Ce sont les adultes. Très peu d'enfants qui regardent la télévision. En nombre d'heures, le nombre d'heures que nous, à l'âge de l'enfance, de l'adolescence, le nombre d'heures qu'on regardait la télévision par rapport à ceux d'aujourd'hui était beaucoup plus supérieur. Et au niveau de télévision, on n'avait pas Canal+ pour nous ramener des nouveautés avec des films qui font fureur. Ou si maman n'a pas regardé, ou la grande sœur n'a pas regardé, voire même des papas n'ont pas regardé certains films qui viennent de l'Occident ou d'Amérique latine, c'est qu'ils ont mal passé la journée. Donc l'influence des médias, télévision et surtout ces réseaux sociaux est dans une dimension telle que je ne sais pas si un État peut contrôler, sauf à être comme la Chine, les États-Unis, à interdire à certains canaux de pouvoir diffuser, par exemple TikTok, au niveau de leur pays, ou alors de leur dire certains contenus ne peuvent pas être diffusés. Il faut que le pays ait une certaine puissance, une certaine influence au niveau international pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, on est dépassé par ça, ce qui fait que tous les jeunes, surtout les jeunes filles, préfèrent passer par ces réseaux-là. Beaucoup font même d'ailleurs le commerce aujourd'hui. Toutes les filles sont devenues des vendeuses de produits sur Internet, sur TikTok. Sans règle. Hein? Sans règle. Sans règle et tout est dans l'informel. Hein. Tout est dans l'informel. Il n'y a pas l'outil de contrôle. Beaucoup le font. D'autres qui ne peuvent pas le faire font autre chose. Et ils trouvent d'autres créneaux et cherchent à faire le buzz. En fait, l'objectif de ces filles, notamment ceux qui vont vers... On les appelle des influenceuses, mais en faisant de buzz. Donc, ils influencent quoi concrètement? Ils influencent en négatif. L'objectif, ce n'est pas d'influencer. Influencer, oui. Mais ils ne cherchent pas à influencer comme ça par hasard. L'influence qu'ils recherchent, c'est le fait qu'il y ait plus de gens, capter l'attention de plus de gens. Donc, végétariat, donc, en fait, si on comprend. Non, même pas au-delà de végétarien. Oui, tout ça va ensemble. Plus les gens regardent leur réseau, plus ils ont, c'est une forme de clientélisme. Plus ils auront des clients, plus leur diffusion fera en sorte que
arrivés à une certaine hauteur, ils sont rémunérés par rapport à la hauteur de ce qu'ils font passer. Qui les rémunère? Mais TikTok rémunère. TikTok est rémunéré. Mais paraît-il que la République démocratique du Congo est parmi les nations où, par exemple, YouTube, les diffuseurs de partage de contenu vidéo, ne rémunèrent pas les youtubeurs congolais. Non. Mais comment un grand État comme ça? Non, il y en a qui sont rémunérés. Et donc le pays n'est pas reconnu comme un pays où ils font rémunérer les gens immatriculent par des autres États du monde. Mais oui, mais c'est international. Quand il y a plus de vues, automatiquement, il y a plus de gens. Donc, automatiquement, la publicité passera. Donc, c'est un grand régime publicitaire. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on peut classer les youtubeurs congolais? Il y a 54 États. Nous sommes en quelle position? Parce qu'on voit dans d'autres États, ces youtubeurs, ceux qui sont dans la toile, c'est vraiment les entrepreneurs. Ils créent leur société et ils sont en train d'influencer, par exemple, les gens à acheter des produits. Et pendant, ils deviennent, par exemple, en faisant la promotion, je vois, il y en a un qui est au Cameroun. À chaque événement, il a des sponsors comme Ethiopian, ainsi de suite. Mais comment fait-il en République démocratique du Congo? Vous voyez, 3/4 de ces contenus, il n'y a pas de sponsoring. Et le sponsoring, c'est uniquement scander les noms des gens. Vous expliquez ça comment? Non, le fait de... nous, la plupart de ces jeunes filles et garçons, on voit même des garçons beaucoup avec plus un ordinateur, il y en a qui ont des chambres d'hôtel. Ils font du buzz par le fait des injures. Ils font du buzz par le fait de montrer leur corps qu'ils manipulent à leur guise, etc. Plus ils le font, plus des gens qui regardent, plus les gens qui les regardent font aussi la promotion pour leur TikTok, etc. Ça élargit leur cercle, leur réseau. Dès que leur réseau est bien élargi, etc., le nombre de gens qui regardent, la communauté va accroître. Mais oui, automatiquement, il a plus d'influence. Il devient influenceur. Mais est-ce que cette influence a aussi des vertus économiques? Est-ce qu'il y a vraiment économiquement ces influenceurs congolais peuvent dire, taper la poitrine aujourd'hui? Il y en a qui commencent à toucher, comme celle qu'on vient d'arrêter. Il y en a qui commencent à toucher un peu de... Au Nigeria, on voit vraiment que c'est des icônes, c'est des gens... Non, mais non, on démarre à peine. Ça vient juste à peine de démarrer. Le Nigeria, tu sais, là-bas, eux, ils sont beaucoup plus dans le côté business, le vrai business. Mais pourquoi vous êtes dans la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs, un pays qui est avec une démographie jeune qui a 65%, comment fait-il aujourd'hui, cet influenceur des réseaux sociaux congolais n'arrive pas à faire comme les Nigériens, comme les Camerounais, faute d'expertise dans le terrain économique? Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vu encore cette dimension. Les Nigérians, ils le font à grande échelle au niveau business. Les Camerounais sont rentrés aussi dans la danse. Chez nous, il y a quelques-uns qui commencent à faire ça pour... faire vendre certains produits, essentiellement produits chinois ou de Dubaï, etc. Mais c'est encore timide. Ben, ici, chez nous, ce qui marche le plus... L'avion n'a pas pris encore... Non, le vol. Le vol, ils sont encore en train de faire le taxi. Donc, c'est pas encore quelque chose qui est un envol. Donc, peut-être il faut attendre ça avec le temps. Le problème, c'est que chez nous, il y a toujours... c'est que l'un fait, l'autre va le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une originalité. Si moi je vends par exemple par exemple des téléphones ou alors des ordinateurs, tout le monde va commencer à le faire. Il n'y a pas d'originalité. Donc ce qui fait qu'il est difficile de trouver chez nous des gens qui font des business à travers la toile, notamment sur TikTok, qui arrivent à avoir de l'ampleur. C'est difficile puisqu'ici il n'y a pas d'originalité, tout le monde copie tout le monde. Là où il y a de l'originalité, on trouve, même si ce n'est pas quelque chose qu'on peut applaudir, c'est les jeunes filles qui vendent leur corps, comme l'autre qui faisait à la fois la politique, mais dans un sens de l'extrémisme. Je veux citer Mukendi Deschaussois, elle est aussi sur TikTok. Et beaucoup de gens... Elle est aussi influenceuse. Elle est influenceuse, non seulement au niveau de TikTok, dans d'autres réseaux, dans plusieurs médias. Elle est reprise
automatiquement, malgré ces jurons, ces injures, il y a des gens qui aiment bien, tu sais, dans la communauté congolaise, les gens aiment bien là où il y a des invectives, là où les gens se chamaillent. Mais vous-même, vous êtes congolais, vous aimez aussi les invectives? Non, quand je dis ça, je généralise. Oui, oui. Mais quand on généralise, c'est qu'il y a des exceptions. Mais qu'il y a un petit truc devant chez toi ici. Deux personnes qui sont en train de se chamailler. Si ça prend 3 minutes, 5 minutes, vous verrez tous les quartiers vont vouloir venir. Et ils sont férus de ce genre d'actes. C'est-à-dire, les théâtres en plein air, le Congolais aime être non seulement acteur du théâtre, mais aussi voir le théâtre qui se passe. 2 personnes qui se battent, 2 personnes qui... On aime ça. C'est-à-dire, on attise même le feu pour que ça puisse avoir de l'ampleur, etc. Donc, c'est lié aux caractéristiques de l'homme, du Quinois. Je ne peux pas parler au nom du Congolais, puisque je ne sais pas quelle est la mentalité, comment ça se passe à Goma, à Mbujimaï ou à Matadi. La semaine dernière, vous étiez à Kinshasa. Hein, ouais. Donc, vous avez vu la toile. Hein, la toile congolaise s'est enflammée. C'est enflammé. Et par rapport à... ça ne commençait pas aujourd'hui. Et vous, comment vous avez perçu ça? Oui, il y a eu plusieurs phénomènes. Il y a 2 phénomènes exclusifs, disons, essentiellement. C'est le phénomène Mukendi du Chossois, Denisa. Madame du Chossois. Et puis, il y a le phénomène Tumba Maria. Oui. 2 phénomènes différents. Des faits de mode. 2 faits de mode différents. Oui. Il y en a une dans le domaine de la politique. Pour elle, elle a fait rentrer dans la politique des injures. Ça existe aussi. Je ne vais pas citer les médias. Certains médias, quand il y a des débats en français, ça passe encore. Si vous suivez certains médias, quand il y a des débats en lingala, vous verrez que personne ne va écouter l'autre. Ils sont en train de se chamailler par micro interposé. Et ils injurient, vous, votre chef est comme si, vous-même vous êtes comme ça, patati patata. Au lieu de débattre des sujets du jour, ils débattent sur des questions de personnes, etc. On le voit au niveau des médias. Mais au niveau politique, il y a notre Mukendi a innové. Si c'est l'innovation dans le sens négatif, a innové de faire la politique par des injures, par des menaces. Elle était même candidate aux élections pour devenir députée. Dieu merci, elle ne l'est pas devenue. Ça allait saccager les choses au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée. Elle était là, elle soutenait le pouvoir, elle soutient toujours le pouvoir, surtout le président de la République. Mais depuis qu'elle n'a pas été choisie comme députée, elle s'en prend à toute l'union sacrée, excepté le président de la République qu'elle respecte. Mais elle n'est pas tendre avec la majorité. Mais malgré ça, personne ne lui a causé du tort. Sauf quand il y a eu un fait social, quand il a dit qu'il a été à la source de l'arrestation de cet homme politique, Ndala. J'ai reçu ici, dans ce plateau, Jacques Ndala. C'est quand il a parlé de Jacques Ndala, dans les contextes qu'elle a dit, à savoir, elle a fait sodomiser. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'il était entouré en disant devant les autorités. Donc, c'est ce qui a attiré beaucoup plus l'attention des gens. Elle, c'est dans le discours politique biaisé. Je ne peux même pas appeler ça discours politique. C'est un peu le banditisme. Dans la toile. Dans la toile, le banditisme est au nom de la politique. Elle, c'est vraiment le banditisme. Tandis que l'autre fille, Ntumba Maria, on dira toutes les 2 Kassaïens, ce n'est pas le fait d'être Kassaïen qui fait qu'au contraire, au Kasaï, c'est comme au Congo central. Il y a quand même la culture kassaïenne. Il y a quand même, une culture. La meilleure culture démocratique comme du Congo central. Le respect de l'espace public. Le maire sont mais respectueux. Là, on ne sait pas quelle mouche les a piqués pour pouvoir faire ça. Moi, j'ai dit par ailleurs que c'est une des conséquences de la déstructuration de la société congolaise. Déstructuration par le fait que la famille traditionnelle n'existe plus. Nos familles sont complètement déstructurées. Est-ce que ce n'est pas parce que toutes les crises économiques qui ont traversé la République démocratique du Congo a essayé un peu de déboulonner mais c'est ce que je voudrais dire. Excusez-moi, l'axis, c'est déboulonner le système, cette cohésion de l'espace public, social, culturel qui était ici en République démocratique. La cohésion commence par la famille. Oui. Quand tu vas dans une famille
où papa est retraité, ne gagne pas grand-chose. Maman va vendre du charbon ou alors des légumes. Il n'y a pas grand-chose à la maison. Ce sont des professions aussi, hein. Vous savez, même dans des pays malgré ça, en économie prospère, ces métiers existent toujours. Ces métiers existent. Mais on sait dans quelles conditions ces métiers sont exercés ici. C'est juste pour acheter des légumes, pour que les gens mangent le soir un seul repas, difficilement. La dame a difficile, comme son mari, à pouvoir financer les études de l'enfant, des enfants. Et ce qui fait que quand ils ont des jeunes filles, déjà ça commence même à l'âge de 15 ans, 16 ans, il y a la dépravation déjà dans nos familles. Les enfants sortent avec des tontons ou avec des papas pour ramener un peu d'argent au niveau de la famille. Il y a des histoires comme genre, toi tu invites une jeune fille au restaurant. Quand la fille vient, dit je peux boire un peu de coca ou de la bière, juste une bouteille. Mais ce que tu voulais dépenser pour moi, mieux vaut me le donner puisqu'il y a de la chikwang à la maison. Avec ce que j'ai là, je pourrais acheter des haricots, des trucs comme ça pour pouvoir aider ma famille à pouvoir manger, etc. Mais ces jeunes filles, ces jeunes gens, et surtout les jeunes filles. Mais pensez-vous vraiment que ce problème social dans des pays où on voit que l'Internet, par exemple au Cameroun, parce que nous sommes dans une chaîne francophone, et ces phénomènes existent, mais comment fait-il que l'internaute camerounais prend l'essentiel. L'essentiel, il vire beaucoup plus dans des questions. La situation socio-économique du Cameroun n'est pas la même que le Congo démocratique. Regardez ce qu'un enseignant touche au Cameroun. Ce n'est pas ce qu'un enseignant touche ici. Ici, c'est le dernier pays africain où l'enseignant ne touche même pas $300. Alors le dernier salaire des enseignants en Afrique, c'est $400. Déjà, l'enseignant, là, quand il a des filles, tu crois que cet enseignant-là aura en fait l'autorité sur sa fille? Ça pose un problème, je ne pense pas. Déjà l'enseignant touche à peu près dans les $150 s'il n'arrive pas, mais les autres qui sont au chômage ou qui touchent rien au niveau de leur retraite, la situation s'empire. On n'est pas dans une même situation, ce qui fait que nos familles sont déstructurées. Quand vous allez dans les églises, il faut que ces filles-là puissent bien s'habiller. Pour bien s'habiller, il faut de moyens. Pour avoir de moyens, il faut sortir avec ses papas, ses tontons. Mais ceux qui veulent gagner plus, aller à un niveau beaucoup plus élevé, concrètement, on doit faire quoi? Parce que moi, je vois que, par exemple, ce genre de pays, au Maroc, au Nigeria, en Afrique du Sud, ce sont des pays aussi pas développés, on m'a dit. Mais nous voyons que l'internaute de ces pays va dans l'essentiel pour résoudre le problème sociétal et surtout dans des questions économiques ou de développement de business. Mais l'internaute congolais, voyons que la toile quand même, excusez-moi, c'est que les contenus de notre communauté, à un moment, qu'est-ce que l'on doit faire et ces responsabilités, comment vous allez les partager, parce que c'est fait dans les espaces publics du monde. On pourra dire qu'il y a déjà une première responsabilité de la famille. Mais il y a des circonstances atténuantes. On ne peut pas accabler un papa ou une maman qui est au chômage, qui n'arrive pas à... Donc la moralité n'existe pas si quelqu'un est au chômage. Quelle moralité? Je vous ai donné l'exemple des parents. Papa, maman ont 2 ou 3 filles. Il n'y a pas moyen de vivre normalement, correctement. Donc les enfants, pour aller à l'école, il y a un minimum de financement des parents. Dans ces cas de figure, l'État doit faire quoi? Non, je vais arriver à l'État. Mais c'est peut-être l'aîné de la famille ou les filles de la famille qui vont aller chercher de quoi nourrir leurs petits frères ou leurs petites sœurs, voire même les parents. Vous verrez que de l'autre côté, les garçons, qui est un garçon normal, qui va devenir, sans le vouloir au départ, Koulouna, pour chercher aussi d'apporter quelque chose au niveau de la famille. Voilà la déstructuration déjà de la famille. Si papa travaillait, si maman travaillait, ils apporteraient un peu de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins minimum des enfants. Comme ce n'est pas le cas, la fille va chercher de son côté auprès des tontons et de papa. Le garçon il va aller dans le quartier, chipper, voler, menacer les gens, etc. Voilà la cellule de base de la société. Au-delà de ça, vous voyez l'État qui devient irresponsable. D'ailleurs, je le dis pour attirer l'attention de nos députés qui, en ce moment, sont en train de confectionner les budgets. Quand ils confectionnent les budgets,
quelle est la part du budget qu'ils mettent au niveau de l'investissement? Même si cette fois-ci, ils projettent de majorer l'investissement à plus de 10%, ça reste encore insignifiant. Si on investissait plus 25-30%, on peut dire qu'on pourra avoir la possibilité de pouvoir créer des emplois, créer des structures qui emploient les gens. Si on finançait plus l'agriculture, on exploiterait beaucoup de ces femmes maraîchères ou des hommes qui veulent travailler les champs. Si on donnait des subventions aux structures qui existent aujourd'hui au niveau de l'agriculture, vous savez que l'agriculture, c'est la grande armée qui peut résorber une bonne partie du chômage. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a la responsabilité de l'État en ce moment-là. Les gens, les citoyens eux-mêmes, ceux qui travaillent, quand on leur demande de payer des taxes ou autres impôts de l'État, très peu payent des taxes de l'État. En disant, quand on paye des taxes, l'État ne fait rien avec ces taxes. Ils emportent, ils détournent, etc. C'est le serpent qui se mord la queue. Les citoyens doivent payer les taxes de l'État. Les impôts de l'État, c'est ce qui permet à l'État d'avoir des moyens de pouvoir structurer la société, investir dans les structures estudiantines, c'est-à-dire des écoles, de financer notamment les routes agricoles pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de produits qui viennent dans les centres de consommation, etc. Et faire en sorte que l'État dépense moins d'argent pour acheter à l'extérieur. Le problème au niveau de la politique générale, il y a des défaillances. Au niveau des individus, il y a des défaillances au niveau de l'État, de la structure de l'État. Donc, c'est un peu... On fait le surplace avec des responsabilités partagées. Donc, c'est très difficile. Quand tu regardes du côté de la presse, qui pouvait avoir une grosse influence, mais la presse est malade, comme la justice d'ailleurs de notre pays. La presse est malade, pourquoi? Parce que au niveau de la presse, il n'y a pas de moyens. Les organes de presse ne sont pas aidés. Combien de journalistes travaillent réellement dans le sens de pouvoir jouer leur rôle réellement? Ils ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, la plupart des journalistes dans nos pays, dans nos médias ici, ce sont des médias qui sont devenus, excusez-moi du peu, des putes de la République. Des putains de la République dans le sens où ils vont s'offrir au plus offrant. C'est-à-dire, ils préfèrent plutôt inviter les hommes politiques qui ont pignon sur rue, puisque après l'émission, ils vont laisser 150, 200 ou 300 $. Les journalistes vivent de ça. Il n'y a plus de déontologie journalistique. Quand vous n'avez pas de moyens, vous voulez passer dans les médias, excepté quelques médias, notamment le média que notre ami Mathieu Takizala en face de moi gère, qui ne demande même pas un centime aux invités. Ce n'est pas le cas partout. Je citerai aussi d'autres médias que je connais, comme la RTNC. Moi, ils ne demandent rien personnellement. CCTV ne demande rien. Mais il y a des télévisions. Allez chez Télé 50. Est-ce que vous allez passer une émission comme ça sans perdre des plumes? Ça pose un problème. Mais ce sont des entreprises, ils doivent avoir des ressources. Non, mais les ressources d'un média, les ressources essentielles d'un média, c'est la publicité. Oui, mais même la publicité est absente parce que la publicité n'est pas absente, sauf que la publicité est là. Il y a trop de médias. Il y a trop de médias, mais quand ils passent leur publicité, c'est le saupoudrage. Là où ils pouvaient donner 500 $, ils donnent 20 $ ou 5 $ pour passer toute la journée, même toute la semaine, etc. Donc, la pauvreté de la presse fait que la presse ne peut pas avoir une influence par rapport à l'éducation du public, des enfants. Défaillance de la famille. Il y a vraiment un sérieux problème économique dans le secteur de la presse. Défaillance de la famille, défaillance des médias. Mais quant aux églises, regardez ceux qui vont à l'église. Et ce qui prime là-bas, la parole, c'est toujours la même parole qui revient d'une année à l'autre. Mais c'est surtout, il y en a qui vont là-bas pour aller dans un concert gratuit. Tu feras des femmes comme les jeunes filles, quand tu commences à danser, vous allez voir comment ils dansent. Même, c'est presque des insanités pour certaines églises, tu vois. Ils dansent comme les danseurs classiques des musiques classiques. Oh. Mais je vous l'ai dit, on a un sérieux problème. Depuis qu'on a opté pour la chrétienté, Kim Pavita, hors antenne, je vous ai parlé de Kim Pavita. On l'a tué pourquoi? Kim Pavita a cherché, pas à remettre en cause l'église chrétienne catholique, mais il a remis en cause quelques dogmes de la chrétienté. Mais les restes, il a épousé comme tout le monde, mais en disant, il ne faut pas oublier
nos traditions, notre spiritualité, puisqu'il a voulu sauvegarder la spiritualité africaine, surtout de l'Empire Congo, on l'a éliminé. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui sont d'ici et d'ailleurs, qui poursuivent, qui continuent cette démarche de Kimpamvita. C'est au Brésil, dans des États nègres du Brésil, mais aussi dans des États d'Amérique latine, notamment, le nom m'échappe à chaque fois. Il y a un État, la Colombie, qui a épousé totalement la culture, la tradition Congo, dans les palenques nègres qu'il y a aujourd'hui au niveau de ce pays. Mais ils ont même inventé une langue qui est une symbiose entre les Congo de l'Empire Congo et l'espagnol. Le Royaume Congo. Le Royaume Congo. Donc ils continuent à propager, à maintenir cette culture traditionnelle Congo, que nous, aujourd'hui, on a oublié. Vous allez au Congo central, ces traditions commencent à se perdre, vous verrez. La dernière fois, j'étais à Matadi, il y a de cela 6 mois, j'arrive à Matadi, et je pensais que les gens devaient parler dans ce patois qu'on dit le Congo, Mounankutuba, mais le Lingala a pris un peu large frontière, et vous voyez que c'est ça aussi le vrai problème. Mais le problème est que, cher Gandhi, nous sommes en plein 21e siècle, on est plus dans les années 20. Aujourd'hui, il y a cette globalisation de la vitesse de la bille Internet et il y a des États qui gagnent, mais le Congo, on ne gagne pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette opportunité, pourquoi on ne la saisit pas? L'arrivée de l'Internet, beaucoup de choses ont changé. Mais l'extrémité de nos pensées fait que nous sommes parmi les perdants de cet autour du 21e siècle. On est parmi les pays qui ont des perditions. On ne se rend pas compte. Vous savez, si vous prenez l'exemple des pays qui se développent, vous verrez que ces pays-là, à la base, ils ont une culture solide. Nous, il n'y a pas une culture solide ici. Vous avez une culture congolaise. Quand on sait que l'enseignement est occidentalisé. L'enseignement permet de transmettre la culture occidentale. Quand on sait que nos religions ou nos traditions n'existent presque plus. Mais le Maroc, aussi a eu cette culture occidentale. Le Maroc, ils ont leur propre culture, notamment dominée par la culture islamique et partiellement une culture africaine avec ceux qui sont dans les Tamazirs. Ils sont minoritaires par rapport aux musulmans. Même s'il y a l'occidentalisation, mais cette occidentalisation trouve un soubassement qui est plutôt la culture islamique. Mais comment vous expliquez que le même chose que vous êtes en train de déplorer dans ce plateau de Sageko, les années intérieures il y a une merveille dans ces territoires avec la même culture occidentale. On a eu des résultats dans le terrain social, dans le terrain culturel et même dans le terrain économique. Ce pays, les VA, latex, le pneumatique, les huiles de femme, HB, à l'époque, c'était toujours avec la même culture, même population, mais aujourd'hui... Non. Pendant la période coloniale, la culture occidentale gérée par les Occidentaux, les Belges. Oui. Avec une obligation, c'est-à-dire sans liberté. Avec la période qui a suivi Kasavu et surtout Mobutu a joué sur les deux tableaux. À la fois le côté occidental, mais vous savez que c'est lui qui avait compris que le développement doit passer obligatoirement par la culture. Il a voulu à ce qu'on fasse recours, pas un retour à notre culture à 100%, qu'on fasse recours à notre culture. Mais oui, retour à l'authenticité, le président Maréchal Mobutu avait dit. Mais maintenant, quand on a fait ces retours-là, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné des points dans la PIB nationale. Mais vous-même, vous l'avez dit en disant à l'époque, il y avait Goudi, il y avait ceci, etc. Mais en même temps, il y avait la culture qu'on n'avait pas négligée. Alors qu'aujourd'hui, notre culture est où? Dans l'église, on vous dit la tradition, on n'en veut pas. La plupart des églises. Mais l'église était toujours ici. L'église, à l'époque, l'église qui dominait, c'était l'église chrétienne, catholique et protestante. Ceux-là avaient toléré à un moment donné que, au-delà de l'église catholique ou protestante, qu'on sauvegarde nos mœurs. Vous avez vu, même avec le cardinal Maloula, tout en étant chrétien catholique,
le premier qui a fait opérer les changements dans les églises en Afrique, c'est le cardinal Malula. Vous avez vu comment il a africanisé les rites au niveau de l'église catholique. C'était Malula, même période que Mobutu, etc. Mais aujourd'hui, il y a un minimum qui est resté, mais le mouvement des églises évangéliques est venu tout détruire, puisque aujourd'hui, tu ne peux pas évoquer la tradition dans les églises évangéliques. Tu ne peux pas parler de la mystique africaine. Tu vas être qualifié peut-être de diable, etc. Donc tout doit être focalisé par le christianisme, par Jésus-Christ, etc. Donc ça pose un problème. Quand on n'a pas de culture, quand on ne sauvegarde pas sa culture, c'est qu'on n'a pas de sous-bassement. Quand on n'a pas de sous-bassement, on ne peut pas rayonner. Vous allez rayonner avec quelles jambes? Puisque la culture, pour nous, sert des jambes. Donc aujourd'hui, vous affirmez dans ce plateau que l'influence des médias sociaux, elle est néfaste dans la société congolaise? Elle est néfaste puisque les médias, on dit qu'ils sont médias, puisqu'ils existent. Il y a des micros, il y a des chaînes qui existent, des radios qui existent. Mais ils n'ont plus d'influence, comme les médias d'avant. Les médias aujourd'hui, une faible influence comparé au TikTok, comparé à d'autres réseaux sociaux. D'ailleurs, beaucoup de médias vont se ressourcer dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a encore ce journalisme datant où je devais aller sur le terrain mener des enquêtes, où je devais aller sur le terrain faire des reportages? C'est rare, puisque ça nécessite... Je ne m'en prends pas en journaliste, puisque pour qu'un journaliste aille mener une enquête ou faire des reportages, cela suppose des moyens donnés par l'organisme, l'entreprise de presse. Comme ces entreprises de presse n'ont plus de moyens, ils choisissent les raccourcis. Les raccourcis, c'est où ça coûte simplement quelques mégas. Vous allez dans les réseaux sociaux, vous avez l'information que vous relayez. Voilà, c'est ça, on est en train de partir dans ce sens-là. Et maintenant, on doit faire quoi pour que nous ne puissions pas partir comme vous dites et que nous sommes en train d'atterrir dans ce plateau aujourd'hui, que quand même, que ça soit comme les autres États, on voyait que l'apport ou l'influence des médias sociaux ou digital, elle est du point de vue positif et ça fait avancer, ça fait rayonner une culture, ça fait avancer un peuple. Ça peut vous surprendre. Regardez aujourd'hui, au niveau financement, comme ici on est au Congo démocratique, on est fâché avec les statistiques, je ne peux pas vous donner des chiffres. Quand vous regardez par exemple pour Radio France Internationale, qui est un des bras armés de l'influence française à l'international, RFI on dit. RFI, Radio France Internationale, RFI. Ils ont un budget de plus de 172 millions. La RTNC a quoi comme budget? Je vous donnerai le montant. Est-ce qu'ils connaissent même le budget qu'ils ont? Je vous donnerai ils ont des ressources parce que le taxe de redevance visuelle et finance. On va donner les chiffres prochainement. C'est insignifiant. Ils ne sont même pas... Je vous ai parlé de 172 millions pour RFI. On n'est pas à 17 millions. RTNC? Non. Mais on n'est même pas à 10 millions. Mais tous les émetteurs qu'on dit téléphone, radio, télévision, qu'on achète à travers la République démocratique du Congo, ces sous devaient financer le média public, non? Mais oui. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de médias forts. Autant à l'époque de Mobutu, on avait ce qu'on appelait le tam-tam d'Afrique. Ça allait dans le monde entier, surtout au niveau de l'Afrique. Mobutu avait pris... Mais pour avoir des médias forts, qu'est-ce que le Congo doit faire? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une chaîne congolaise et qui est dans l'espace francophone, on doit faire quoi? On doit subventionner les médias? On doit avoir ciblé quelques médias. On ne peut pas subventionner, tu sais, il y a des médias dans toutes les rues ici à Kinshasa. J'exagère, peut-être. Il y a des médias, même dans la cuisine, il y a des médias partout. Alors que l'objectif aurait été que ces médias-là puissent se mettre ensemble. Puisque vous savez, pour faire l'émission, par exemple, que nous faisons en ce moment, ça nécessite un personnel important, des moyens importants. À savoir, derrière toi, tu dois avoir des documentaristes et des documentalistes de métiers différents. Documentariste, c'est au niveau de l'image. Documentaliste, c'est au niveau de recherche des données, archives. Les archives, etc. Moi, je te dis bravo. Le travail que tu fais, que beaucoup d'entre vous faites au niveau des médias, on devrait vous applaudir. Puisque vous faites le boulot, une personne peut faire le boulot de 10 personnes, voire même plus.
Alors qu'au niveau rendement, pour vraiment qu'on aille au maximum de rendement, il faut plus de personnel. Je vous ai donné l'exemple pour aller faire un petit reportage ou une enquête quelque part sur un sujet. Ça nécessite des déplacements. Ça nécessite que le monsieur, quand il va là-bas, qu'il ait de quoi se nourrir. Ça nécessite, est-ce que si ça demande des moyens de transport. Donc, il y a un coût important pour gérer, tenir un média. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas un endroit pour pouvoir mettre leur matériel. Il y en a qui commencent à faire le média dans la rue. C'est-à-dire des interviews et autres dans la rue, bâclés d'ailleurs, puisqu'ils ne peuvent pas louer un local, ils ne peuvent pas, etc. Donc, ça nécessite qu'on remette en cause le fonctionnement des médias, qui est des regroupements et qui est partiellement le financement de l'État, par le fait de ne pas vous taxer plus, par le fait, quand vous achetez des journaux et autres, que ce soit hors taxe, que vos déplacements soient pris en compte, notamment quand vous prenez de l'essence hors taxe, etc. Les financements qu'on demande de l'État, ce n'est pas qu'il vous subventionne en argent frais. Les exonérations. Les exonérations, ça peut déjà, dans un premier temps, vous aider. Ben, ça suppose aussi que, au niveau des messages, que vous soyez aussi partie prenante dans ces réseaux sociaux, genre TikTok et autres. Des médias classiques peuvent, je vois déjà certains qui commencent à prendre quelques émissions, quelques bribes de leurs émissions, certains passages, par exemple au moment où je passe, les passages clés, vous les prenez quelques trucs, vous transmettez comme message au niveau de TikTok, au niveau d'Instagram, etc. Il y en a qui sont déjà rentrés dans ce système. S'il faut réseautage aujourd'hui, il n'y a pas un média aujourd'hui qui dira pas, qui n'est pas sur Internet, qui n'est pas sur Instagram, etc. Vous devez rentrer là-bas pour faire le poids, pas pour déstabiliser les autres, mais au moins on n'entendra pas que les influenceuses ou autres. On les entend aujourd'hui puisqu'il y a absence des vrais médias classiques dans ces réseaux-là. Il y a absence de grosses entreprises qui vendent, qui ont des produits à vendre, même si aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'entreprises. Cher Gandhi, voilà. En tout cas, cette émission est arrivée à la fin. Ouais. Nous vous remercions pour avoir honoré la chaîne francophone de Kinshasa avec une thématique qui est très très importante. Et nous disons aussi à ceux qui nous suivent, dans tout le pays francophone, nous pouvons les recevoir même en duplex. Et surtout que la semaine prochaine, on va commencer à faire le portrait de tous les grands pays francophones, les économistes et les entrepreneurs qui sont de côté Dakar, Mengadef. Essayez de nous contacter via le digital et nous ignorons pas ce qui travaille derrière le caméra et le machine pour que l'émission soit réalisée. Nous disons aussi à toutes les Congolaises, likez, partagez l'émission, donnez vos contributions pour cette chaîne et en ce moment, nous disons à toutes les experts qui sont en République démocratique du Congo, qui ont choisi la République démocratique du Congo comme un terrain d'agir, les comptables, le financier, le juriste, le banquier, regarde le plateau où on peut quand même parler des choses concrètes. Quant aux réseaux sociaux, les autres ont gagné, pourquoi pas les opérateurs et les fournisseurs d'accès, ce qui nous donne cette autoroute de venir dans ce plateau, nous dire aujourd'hui, réellement, il y a combien d'utilisateurs en République démocratique du Congo avec cette plateforme. Quant au gouvernement aussi, les organes qui régulent le média social en République démocratique du Congo, c'est ça, ainsi de suite. Regarde le plateforme où vous pouvez à chaque fois venir, qu'on analyse le devenir de ces autoroutes du 21e siècle. Quant à moi, prochain numéro, M. Gandhi. Je vous remercie. Je vous remercie et remercie aussi toute votre équipe technique et administrative. Merci. Sageko. Présenté par Mathieu Takizala.